Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 14 octobre, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Hebdo, une émission, vous le savez, pour revenir sur l'actualité de la semaine. Voici les titres. Les élus du conseil départemental se réunissaient ce matin. Ils ont voté plusieurs projets. Jeux olympiques 2024 à Paris, futur tram 13 express. Point complet à suivre dans cette édition. Durant cette émission, Julien Lecam, responsable régional adjoint du syndicat de police Alliance, sera notre invité fil rouge. Avec lui, nous reviendrons évidemment sur l'agression il y a quelques jours de plusieurs policiers dans l'Essonne. Nous évoquerons aussi la situation sur notre département et puis bien sûr le reste de l'actualité avec François Deligné, le maire PS de Guyancourt, qui a annoncé sa démission en début de semaine, ou encore le témoignage d'un astronaute français à l'Estaca. Mais on ouvre ce journal avec les élus du conseil départemental qui se sont retrouvés ce matin en séance. Ils ont évoqué et voté plusieurs sujets, et notamment le lancement des travaux préparatoires pour le tram 13 Express ou le soutien à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024. Les précisions avec Mickaël Elmidoro. Une séance importante selon le président du département Pierre Bédier. Les conseillers départementaux se sont réunis ce matin à Versailles. À l'ordre du jour, la dissolution de l'Aupiévoile, l'un des plus gros bailleurs sociaux d'Île-de-France avec 50 000 logements dont 17 500 dans les Yvelines. Une décision imposée par la loi Allure sur l'urbanisme qui prévoit le démantèlement de la structure. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que rien ne changera pour les locataires puisqu'ils auront un nouveau quittancement, mais ça sera le même niveau. Donc il n'y a pas d'augmentation de loyer. Et rien ne changera pour les personnels, sinon que les personnels du siège déménageront, mais pour le reste, les personnels de proximité resteront, et les personnels du siège, il n'y aura pas de licenciement. Au centre des débats également, le financement des travaux préparatoires de l'opération Tram 13 Express, la désormais ex-tangentielle ouest reliant le RER A de Saint-Germain-en-Laye au RER C de Saint-Cyr-l'École. Coût total des travaux, 6 millions d'euros. Ces infrastructures de transport en commun sont, dans notre esprit, complémentaires de toutes les autres infrastructures de transport pour à la fois améliorer notre cadre de vie, pouvoir se déplacer est agréable, ne plus être pollué par les embouteillages est tout aussi agréable. Donc c'est dans cette logique des mobilités nouvelles que s'inscrit le département. Enfin, le conseil départemental des Yvelines a également voté une approbation du soutien financier à hauteur d'1,5 million d'euros afin d'aménager la colline d'Elancourt en vue des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Le site qui culmine à 331 mètres d'altitude a été retenu pour accueillir les compétitions de VTT hommes et femmes. Donc oui, nous espérons que Paris 2024 soit une réalité. Nous l'espérons vraiment de tout cœur et nous prendrons notre part dans cet effort. Donc je dois dire qu'il est raisonnable. Ce ne seront pas des Jeux olympiques avec des dépenses que la France, hélas, n'est plus capable de supporter. La prochaine séance du conseil départemental sera organisée le 25 novembre prochain. Et pour aborder l'actualité de la semaine, nous a rejoint sur notre plateau Julien Lecam, secrétaire régional adjoint du syndicat de police Alliance. Bonsoir. Bonsoir. On va débuter bien sûr cet entretien avec vous et cette actualité malheureuse qui concerne 4 de vos collègues dans l'Essonne. 4 agents ont été attaqués il y a maintenant une semaine environ alors qu'ils surveillaient une caméra de vidéosurveillance dans leur véhicule. Plusieurs personnes leur ont jeté alors des cocktails Molotov. Résultat, 4 agents blessés, dont un toujours dans un état très grave, préoccupant. Quand on apprend une telle nouvelle, vous qui êtes agent de police depuis maintenant de nombreuses années, comment on réagit concrètement? Est-ce qu'on est prêt à encaisser ce type de nouvelles avec le temps, ou alors c'est toujours aussi difficile? On ne s'habitue jamais. C'est vrai que c'est avec beaucoup d'effroi qu'on a appris justement la tentative d'assassinat dont ont été victimes nos 4 collègues le week-end dernier. Effectivement, on ne peut pas s'habituer à ce genre d'événements tragiques. Pur hasard du calendrier, la même semaine, c'est-à-dire cette semaine, quelques jours après cette attaque, des chiffres sont sortis concernant le nombre de policiers blessés en France l'an passé. Le chiffre est précis, 2388 policiers blessés en 2015, soit plus de 1000 par mois. Ce sont des chiffres qui sont très légèrement en baisse par rapport à 2014, mais qui restent conséquents. Est-ce que vous diriez que la violence envers la police, c'est aussi quelque chose qui s'est augmenté, qui s'est, on va dire, normalisé avec le temps, en plus de la violence, on va dire, classique due à votre métier qui est à la base dangereux? Alors malheureusement, comme vous l'avez dit, ces violences-là se banalisent. Si vous voulez, on assiste à une
véritable abandon de la police de la part de la justice, qui effectivement, il n'y a aucune réponse pénale ferme face aux délinquants. C'est vrai que les violences ont été banalisées parce qu'il n'y a pas de réponse ferme et dure de la part de la justice. Et ça, selon vous, c'est depuis, on va dire, quelques années, quelques mois, ou alors ça remonte déjà, c'est un phénomène qui a déjà 15 ou 20 ans? Est-ce que vous arrivez à situer à peu près quand est-ce que la situation s'est vraiment dégradée? Dans le temps, je ne peux pas vous dire. Simplement, tout à l'heure, j'étais au commissariat de Plaisir, j'ai assisté à une scène qui veut tout dire. J'étais à l'intérieur du commissariat, il y a mes collègues qui devaient transporter 3 personnes au palais de justice pour être présentés à un magistrat. Donc ces 3 délinquants, lorsqu'ils sont extraits de leur cellule de garde à vue pour être mis dans le camion, discutaient entre elles et rigolaient. Donc si vous voulez, notre justice fait rigoler les délinquants. Donc c'est tout un symbole. Mes collègues font face à ça tous les jours, à ces formes de provocation. Et effectivement, la justice ne fait plus peur. Selon vous, le problème principal aujourd'hui, la faute de tout cela, on va dire, c'est la justice? Mais du coup, quelque part, c'est l'État, puisque c'est l'État qui finance la justice. Oui, effectivement. Je pense que s'il y avait le rétablissement des peines planchées et des réponses fermes de la part de la justice, il faut que la peur change de camp. C'est vrai que quand vous voyez ces individus qui n'hésitent pas à attaquer nos collègues alors que ces derniers gardent une caméra de vidéosurveillance, il faut que ces jeunes, ces délinquants, aient peur de s'en prendre à des policiers. Et là, ce n'est pas le cas. De nombreux policiers expriment très généralement, et ça c'est depuis de nombreuses années, un sentiment d'abandon. Qu'est-ce qui exprime, comment vous exprimez ce sentiment d'abandon? À travers quel type, comment on en vient à se sentir abandonné aujourd'hui au sein de la police? C'est à travers du manque de matériel, à travers quoi? Voilà, le manque de matériel, le manque d'effectifs. Depuis une dizaine d'années sur le département, on voit que les effectifs de police diminuent dangereusement. Actuellement, des petites structures de police sont fermées sur le département. Effectivement, quand vous voyez les effectifs de votre commissariat diminuer d'année en année, les moyens diminuer également, c'est vrai que ce ne sont pas forcément des gestes qu'on attend de la part de nos élus, de nos politiques. On attend des moyens. Vous disiez, avant cet entretien, en l'espace de 10 ans, le département des Yvelines a perdu à peu près 300 fonctionnaires de police, c'est ça? C'est ça. Actuellement, on est en train de fermer des commissariats. Vous voyez, le commissariat de Vélizy va être fermé par manque d'effectifs. Il y a une restructuration des services qui a été effectuée il y a 3 ans par manque d'effectifs. Donc on a tout simplement regroupé les effectifs dans des agglomérations, laissant des commissariats à l'abandon sur le département. Après ce qui s'est passé dans l'Essonne, votre syndicat a demandé à faire une grève aux policiers de faire une grève du zèle, c'est-à-dire qu'en gros, vous intervenez uniquement en cas d'urgence, en cas de besoin, on va dire, important. Voilà. Est-ce que vous soutenez ce type d'opération? Est-ce que c'est pas aussi prendre en otage malheureusement aussi un peu la population avec ce type d'opération? Non, justement non. Ce service minimum qui a été, donc c'est un appel de notre syndicat, Alliance Police Nationale. Qui est effectif du coup sur l'ensemble de la France, mais voilà, particulièrement on va dire en Ile-de-France. Oui, le mouvement est très suivi en Ile-de-France. On se sent tous concernés par l'agression effectivement. Donc c'est un geste de compassion et de soutien envers nos collègues. Ce service minimum, c'est en fait d'intervenir sur appel, évidemment, et les collègues continueront d'assurer les missions urgentes. Il ne s'agit pas d'abandonner les gens. Bien au contraire. Ça va de soi. Ça va de soi, oui. Par contre, tout ce qui est verbalisation et prise d'initiative, on demande aux collègues justement d'arrêter, d'instaurer un rapport de force avec nos politiques pour montrer le ras-le-bol de la profession. Oui, c'est devenu aujourd'hui votre seul moyen d'action pour vous faire entendre auprès de l'État, auprès des décideurs politiques. Exactement, on attend des gestes forts de nos politiques, on attend de l'aide. C'est vrai que là, quand on voit nos politiques qui se présentent à la présidentielle, on attend de leur part des mots forts et justement ils proposent tous, en tout cas à droite aujourd'hui, c'était le premier débat des primaires très récemment, ils proposent tous une réaugmentation des effectifs, une nouvelle hausse, enfin une hausse des effectifs de policiers. C'est de nature à vous rassurer ça pour l'avenir? Oui, alors, les effectifs ne font pas tout. Effectivement, on attend des renforts en effectifs, mais par exemple, nous attendons également une réforme de la légitime défense. Quand on voit, nous on demande à ce que nos collègues puissent réagir en cas de danger immédiat. Effectivement, on ne peut pas tolérer que mes collègues policiers aient le même droit qu'un citoyen lambda pour se défendre.
hein, il doit pouvoir réagir avec son arme en cas de danger immédiat. Ce qui s'est passé il y a une semaine dans l'Essonne, est-ce que concrètement ça pourrait arriver dans les Yvelines? Est-ce qu'il y a des endroits où concrètement il y a une détestation de la police importante, Alors, on le voit, hein, sans forcément nommer des quartiers ou des villes? Non, mais on le voit là, depuis une semaine, mes collègues sur Mantes-la-Jolie sont régulièrement caillassés. On a vu des tags anti-police il y a quelques jours, hein, après les événements dans le 91. Hein, et malheureusement, ce genre d'événement pourrait arriver sur le 78. Hein. Malheureusement, les événements de Trappes, il y a quelques temps, il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi, hein, sur le département, il y avait une telle violence que effectivement, ça pourrait arriver sur le département, malheureusement. Julien Lecam, restez avec nous. On va revenir sur cette actualité tragique et voir notamment ce qui est possible de faire, selon vous, pour inverser la tendance. Mais l'actualité départementale cette semaine, c'était aussi la démission surprise de François Deligné, le maire socialiste de Guyancourt depuis 2002. Il a indiqué vouloir passer le relais. Il conservera tout de même ses fonctions de conseiller municipal et conseiller communautaire au sein de l'agglomération. Retour sur un parcours marqué par un volontarisme économique et une proximité avec les habitants, avec Patrick Jacques de Dixmude et Anne-Laure Languille. 2 ans et demi après sa réélection, François Deligné jette l'éponge. Le maire PS de Guyancourt n'a donné, pour expliquer sa démission, d'autres raisons que celle de passer le relais à temps. Il y a une décision de passage de relais. Et pourquoi maintenant? Parce qu'avec l'état d'esprit que j'indiquais, c'est-à-dire celui d'une préparation de l'avenir, je sais que c'est le bon moment parce qu'on va pouvoir travailler en continuité. L'ancien instituteur, maire depuis 2002, répète ainsi l'histoire. Son prédécesseur à la mairie de Guyancourt, Roland Nadeau, s'était en effet lui aussi démis de ses fonctions en cours de mandat. C'est un message aussi de poursuite puisque François Deligné continue. Je reste encore un petit peu ici, je prends un peu de champ et puis ma ville, c'est ma vie. De son côté, l'opposition invoque l'usure dont se serait plaint en privé François Deligné, mais aussi l'existence de conflits internes à sa majorité, Guyancourt pour tous. Des propos que l'intéressé dément. J'ai lu là quelqu'un de l'opposition parlant d'usure. On verra parce que moi je serai dans le conseil jusqu'à 2020, il verra si on a une équipe usée. Élu depuis 1989, François Deligné a gagné la réputation d'homme accessible grâce notamment à son dispositif « Allô, monsieur le maire ». Mais c'est surtout son bilan économique que l'on retiendra. Surfant sur l'attractivité de son territoire, il a su convaincre de grandes entreprises d'y investir. Nous sommes une ville qui a atteint sa maturité, qui est encore en dynamique et qui a un projet qui placera demain Guyancourt comme étant toujours la locomotive, même pas de 50 ans en Yvelines, plus largement du bassin de vie. C'est Marie-Christine Le Tarnec, 60 ans, première adjointe en charge de l'éducation, de la jeunesse et des finances, qui devrait lui succéder avant la fin de l'année. Une passation de pouvoir bien orchestrée qui permet à l'équipe municipale de se projeter au-delà de 2020. Mais une question subsiste, sera-ce suffisant pour barrer le passage à la droite ? L'actualité cette semaine, c'est aussi de l'économie avec la première édition du Sky Business Day qui se tenait ce jeudi. L'objectif était simple, permettre aux TPE et PME de rencontrer les grandes entreprises lors d'un rendez-vous fixé au Vélodrome National avec 400 entreprises présentes. Écoutez à ce propos Jean-Michel Fourgous, vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, au micro de Haussmann Vanderdey. Les grosses boîtes aussi nous disent qu'elles ont tellement de demandes qu'elles ont du mal à les gérer. Alors que là, elles voient tout de suite le fournisseur, pardon, il se présente beaucoup plus brièvement. Enfin, bien entendu, c'est un activateur dans des conditions de qualité. Vous avez vu les conditions, il y avait même un état d'esprit de champion. On met en tout cas les meilleures conditions pour qu'ils se connaissent. Certains, souvent des grosses entreprises me disent « Mais ah bon, je viens de découvrir qu'il y avait une petite PME à 500 mètres et je travaille avec une PME à 1000 km. C'est vrai que comment ça se fait que vous ne me l'avez pas dit ?» Alors je dis « Je ne me l'avez pas dit. » Donc on a décidé d'organiser cet événement aussi pour ça, pour que tout le monde se connaisse beaucoup mieux. Il y a d'autres événements qui vont voir le jour à Saint-Quentin pour bien que les petits et les gros, en tout cas, se connaissent plus, travaillent plus ensemble. Les rencontres de la sécurité se déroulent cette semaine dans les Yvelines jusqu'à samedi. Une semaine spéciale qui permet de découvrir celles et ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Chaque année, 300 000 personnes participent à l'événement partout en France. Reportage dans les Yvelines avec Anne-Laure Languille. Un chien après un sachet de drogue, une interpellation à cheval, le sauvetage d'une conductrice.
Pour cette nouvelle édition des Rencontres de la sécurité, une vingtaine de policiers, gendarmes et pompiers se sont pliés au jeu de la démonstration. Mais pas seulement, ils ont aussi tenu à expliquer étape par étape chaque opération. Lorsqu'on contrôle un individu ou un groupe d'individus, on ne descend jamais de cheval. Donc vous voyez, la collègue fait tout, donc il faut qu'on ait des chevaux calmes, qui ne bougent pas, qui tiennent statique. Une centaine d'élèves et quelques dizaines de passants ont assisté captivés aux exercices, ce qui n'a pas manqué de réveiller chez certains leur fibre patriotique. C'est une immense à la fois fierté que notre pays soit performant dans toutes ses actions et en même temps une immense admiration pour tous ces hommes et ces femmes qui sont vraiment à notre service, quoi. Pourtant, les relations entre les forces de l'ordre et la population ont connu des hauts et des bas ces derniers mois. La manifestation intervient dans un contexte tendu après l'attaque des policiers dans l'Essonne. Mais selon un récent sondage, 82% des Français gardent une bonne opinion de la police. Le but des démonstrations, c'est de rapprocher la population des gendarmes, des policiers, des pompiers, à travers des opérations dynamiques, ce qui permet aussi à la population de se rendre compte un petit peu des différentes facettes de notre métier. Nul doute que la manifestation aura suscité des vocations. S'engager, c'est avant tout faire preuve de courage et de dévouement. C'est en tout cas le message clair qu'ont voulu faire passer les organisateurs de cette journée. Julien Lecam, est-ce que ce type d'opération, comme on vient de le voir dans le reportage, est-ce que c'est bon pour rapprocher, on va dire, les gens et la police? Parfois, les relations sont tendues, surtout avec, vous le disiez, les délinquants, mais là c'est normal, mais parfois la police a une mauvaise image à tort. Est-ce que c'est bon de faire ce type d'opération pour vous rapprocher des citoyens lambda, de monsieur et madame tout le monde? Oui, on l'a vu sur le reportage, ça permet de montrer aussi les difficultés, de mieux comprendre votre métier, vos difficultés à vous aussi au quotidien. Le fait d'interpeller avec les collègues de la Brédie avec les chevaux, les interventions de notre brigade canine, ça peut peut-être faire découvrir des vocations aux jeunes qui viennent voir mes collègues travailler devant la préfecture. Globalement, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui il y a un manque de proximité tout de même entre la police et les citoyens? Pas forcément, vous l'avez dit, 82% des gens ont une bonne opinion de la police. C'est vrai que malheureusement, on n'a plus les effectifs de l'époque, où il y a eu des fermetures de bureaux de police, moins de fonctionnaires dehors et peut-être moins de temps du coup pour faire cette police de proximité. Mais je pense quand même que les gens ont une bonne opinion de la police. Oui. Après l'agression des 4 agents dans l'Essonne, la semaine passée, les syndicats de police ont demandé à ce que les policiers, donc vous-même, vous reveniez à votre cœur de métier. Voilà. Concrètement, quelle mission vous voudriez absolument faire demain et ne plus faire? Alors, on parle de tâches indues. C'est vrai que nous, notre syndicat, Alliance Police Nationale, demande à ce que le policier soit recentré au cœur de son métier, c'est-à-dire la sécurité sur la voie publique. Malheureusement, de nombreux collègues sur le département, des dizaines de collègues, font des tâches indues, comme les transfèrements de détenus, les gardes de détenus hospitalisés, les gardes de personnalité, de domicile de personnalité, les gardes de commissariat vides. Effectivement, c'est pas des missions, on va dire, nécessaires, ou en tout cas, elles sont secondaires. On va dire, exactement, vous auriez plus de patrouilles sur le terrain. Quand vous perdez à Versailles, à chaque début de vacation, une douzaine de fonctionnaires qui vont sur des points fixes, c'est autant de fonctionnaires en moins pour sécuriser la voie publique. Et selon vous, qui pourrait du coup faire ce type de mission-là dont vous parlez? Est-ce que ça peut être la police municipale? Est-ce qu'il faut renforcer le rôle de la police municipale, par exemple? Non, pas forcément. Je pense plutôt que, par exemple, pour les gardes de détenus hospitalisés, c'est une mission qui est dévolue à l'administration pénitentiaire. Je pense que ou de peut-être privatiser les gardes de peut-être certaines personnalités pour gagner des agents armés et formés sur le terrain pour aider les gens et sécuriser les sites sensibles. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, on va revenir dessus, mais qu'est-ce qui vous manque principalement aujourd'hui? Par exemple, après ce qui s'est passé dans l'Essonne, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont annoncé l'envoi de renforts dans le département, sans agents en plus. Il y a aussi des nouveaux dispositifs anti-caillassage. C'est positif ça, ou alors vous dites à chaque fois c'est la même chose et finalement il se passe toujours aussi la même chose ensuite? Effectivement, nous on attend des actes, pas forcément que des paroles. La profession a ras-le-bol d'entendre justement ces récupérations un peu politiques avec de belles phrases. Nous,
ces 100 fonctionnaires, ils vont les trouver où? Ils vont les enlever du 78, ils vont les enlever de Paris, de la Petite Couronne pour aller renforcer les collègues du 91. Oui, on ne renforce pas globalement les effectifs, on les retire quelque part pour les mettre autre part. Voilà, donc j'en doute pas que mes collègues du 91 ont besoin d'effectifs supplémentaires, mais on le voit, j'ai déjà certains collègues du 78 qui ont été appelés à renforcer le 91. Donc en fin de compte, on va nous enlever des effectifs dans le 78 pour aller... on réagit à l'actualité, si vous voulez. C'est plus de la communication, en gros. Voilà. Après l'attentat de Nice du mois de juillet, François Hollande a relancé l'idée des réservistes pour appuyer les forces de l'ordre dans leur mission. La fameuse garde nationale a été lancée officiellement cette semaine. Quel regard vous portez sur ce nouvel outil? C'est positif pour vous, ou alors ça doit juste être une solution finale et très rarement utilisée? Je pense que c'est une solution ponctuelle. On ne peut pas pérenniser une telle pratique. C'est vrai que nous, on veut des effectifs jeunes et formés. C'est vrai que nos réservistes pallient un manque d'effectifs, mais ne sont pas la solution. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des anciens qui ont fait 30 ans de police venir aider les jeunes, mais si vous voulez, c'est pas avec ça qu'on va résoudre les problèmes. C'est une forme de mesurette, je pense, ouais. Ça va faire bientôt 1 an que l'état d'urgence a été décrété en France. Si on ajoute ça au plan Vigipirate, concrètement, vous avez plus aujourd'hui les moyens d'assurer vos missions. Vous êtes à flux tendu, là, on est sur, on va dire, un fil rouge prêt à basculer du côté... Non, mais il y a une superposition des missions. C'est vrai que, si vous voulez, s'ajoute à ça les événements sportifs. On a pu voir l'Euro, il y a eu la COP21 avant. C'est vrai que les collègues sont épuisés, fatigués de cette superposition des missions. On a besoin de renforts d'effectifs urgemment sur le département. Ouais. On en revient à l'actualité de la semaine maintenant avec une réunion d'information sur le don du sang, de plaquettes et d'organes qui était organisée à Saint-Quentin-en-Yvelines, au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et l'Institut de promotion de la santé. Une soirée pour tenter de répondre aux questions sur les démarches à suivre ou encore les besoins. Un reportage de Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Faire connaître le don médical, c'était l'objectif de ces intervenants de la santé ce mardi 11 octobre au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, organisé en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et l'IPS, l'Institut de promotion de la santé. La réunion d'information était centrée sur le don du sang, de plaquettes et d'organes. Je crois qu'il faut, c'est comme une porte, il faut la pousser un peu plus facilement et s'engouffrer dedans. C'est donc effectivement faire connaître des sites fixes qui sont les nôtres, parce qu'on a beaucoup plus de mal pour recruter les donneurs. C'est important de faire connaître au public la loi et les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Dans les Yvelines, le don d'organes est effectué dans les hôpitaux de Poissy, Saint-Germain-en-Laye et de Versailles. La réunion d'information a permis de clarifier la loi sur ce sujet méconnu du grand public. La loi dit que nous sommes tous des donneurs présumés. Et donc si on est opposé au don d'organes ou au don de tissus de son vivant, il faut vraiment le dire. On peut aussi s'inscrire sur le registre national du refus. Et si on est pour, on peut prendre une carte, mais légalement, ça n'a pas de valeur. Donc le plus important, c'est vraiment d'en parler à ses proches, à sa famille, parce que c'est vers eux qu'on se tournera si vous arrive quelque chose pour savoir si vous étiez donneur ou pas. En France, 6 000 greffes d'organes sont effectuées chaque année pour environ 20 000 personnes qui sont sur liste d'attente. Les donneurs peuvent effectuer un don sans limite d'âge. Et si votre chien devenait écolo, l'idée peut paraître étrange au premier abord, mais c'est le cas d'Eliott, le labrador de Gildas, un habitant de Montigny. Son animal de compagnie ramasse depuis 5 ans tous les détritus qu'il trouve pendant ses balades, une passion qui lui est venue naturellement et qui impressionne, c'est bien normal, ses voisins. Nous avons rencontré le maître et le chien écolo, reportage de Michael Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. Allez, c'est bien. Ramasser les déchets dans la rue, une passion pour Eliott depuis ses 2 ans. Du haut de ses 4 pattes, ce labrador traque les détritus lors de ses balades quotidiennes. C'est venu bizarrement, parce qu'il a commencé par une bouteille il y a quelques années. En plus, ça a continué en s'aggravant, si on peut dire s'aggravant, en ramassant plus de choses. Et pour lui, c'est une passion maintenant, tous les jours, de ramasser le maximum de choses et de les ramener. Bouteilles en plastique, emballage pizza ou paquet de cigarettes vides, tant qu'il peut attraper, Eliott récupère tout. Et pas question d'abandonner son trésor sur le chemin. Non, pas encore. Il y a un rituel, il va s'arrêter normalement devant le conteneur. Et devant le conteneur, il va tout lâcher. Là, je peux vous montrer qu'il ne lâchera pas. Je peux toujours essayer de tirer. En aucune façon, il lâchera tout son tribut.
Et c'est qu'arrivé à la maison qu'il va accepter de tout lâcher pour avoir une petite récompense. Et c'est ça, en gros. Un comportement écologique qui attise la curiosité. À 7 ans, l'animal est devenu une star dans le quartier. C'est un chien intelligent, notre chien là, du voisin. Là. Je pense que c'est une bonne chose, mais bon, c'est dommage que les gens ils jettent les choses comme ça dans la rue, c'est pas bien. Elliot, il se rend compte, étant un chien, quand même, que les gens ils font n'importe quoi. Tous les jours, Elliot accompagne également son maître au travail dans le cadre de la police de l'eau. Sa truffe n'a pas fini de nettoyer nos allées. Très bien, très gentil chien. C'est la fin de ce 7-8 Hebdo. Merci Julien Lecam de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Je rappelle que vous êtes le secrétaire régional adjoint du syndicat de police Alliance. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.